Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. On va commencer avec la loi dite philippine. Écoutez le député EPR Charles Rodwell qui était dans la grande interview ce matin sur Europe 1 et qui porte ce texte car selon lui, cette proposition de loi apporte des réponses concrètes aux failles du système judiciaire. Cet après-midi aura lieu un vote important, le vote sur la loi philippine, dite philippine, que nous portons en sa mémoire, pour apporter des réponses très concrètes à des failles législatives, judiciaires, administratives qui ont pu mener à des drames tels que la mort de Philippine, tels que la mort de Laura et de Morane, tels que la mort de Lola, tels que la mort de d'autres enfants de la République qui sont morts parce qu'il y avait des individus en liberté qui n'auraient jamais dû être en liberté et qui sont passés à l'acte, et parce que l'État et la classe politique ont failli à protéger ces enfants et ces familles. Thomas Alex Hauser, pensez-vous que ce texte comble un vide juridique et permette d'éviter ce genre de drame ? C'est une bonne chose que cette loi philippine, qui va permettre de pouvoir allonger la durée de détention dans les centres de rétention. Je voudrais avoir un petit mot tout de même sur cette situation dans les centres, puisqu'aujourd'hui on a près de 30% des personnes qui sont de nationalité algérienne. C'est pas rien, c'est quand même un chiffre majeur. Et que sur ces 30%, seulement près de 7 sont reconduits et acceptés sur le sol algérien, ce qui pose à nouveau le problème des relations entre la France et l'Algérie et la coopération entre ces deux pays. Et cette surreprésentation de personnalités, de personnes de cette nationalité algérienne, j'ai rien contre les Algériens vivant en France, bien évidemment, mais ça interroge quand même beaucoup. Et sur ces centres, on a quand même un sujet de place qui est vraiment problématique, puisque aujourd'hui, il y avait un objectif qui avait été donné à 3000 places dans ces centres, et cet objectif a été décalé de 2027 à 2029, ce qui fait qu'avec cette loi, on risque d'avoir un engorgement de la population sur place. Alors, seront concernés les étrangers définitivement condamnés pour certains crimes et délits punis d'au moins 5 ans de prison. Mais qu'est-ce qu'on fait au bout de... Première question déjà, qu'est-ce qu'on fait au bout de 210 jours ? Si on n'a toujours pas obtenu ce laissez-passer consulaire et vous le dites vous-même, c'est très difficile de les obtenir, notamment pour certaines nationalités. Mais je pense qu'il faut que la France aille beaucoup plus fort sur les relations avec les pays dans lesquels nous avons des personnes qui sont ressortissantes de ces pays, et pour les reconduire, quoi qu'il arrive, à la frontière et les amener sur le sol de ces pays-là. La question n'est pas de savoir tellement la place et le devenir après 210 jours. 210 jours, c'est quand même déjà énorme, mais c'est leur retour à leur pays d'appartenance, à leur pays de nationalité. Si ce n'est pas le cas. Mais il faut y arriver. Il faut y arriver. Et La France doit revoir les conditions, les collaborations, les traités, notamment avec l'Algérie. Revoir celui de 1968, par exemple ? Oui, bien évidemment. On a des moyens de rétorsion. On a des moyens de rétorsion sur l'accès aux soins sur le territoire de la France. On a des moyens de rétorsion sur la circulation de l'argent. Et c'est un combat, je pense, qu'une partie de la classe politique dans laquelle j'appartiens mène depuis longtemps. Là, est-ce que vous pensez qu'actuellement la France, par la voix de Laurent Nunez et évidemment d'Emmanuel Macron, est trop souple avec ce langage diplomatique qu'elle entretient avec l'Algérie ? Bien évidemment. On a eu il y a quelques semaines toute une séquence feu de l'amour avec l'Algérie, où on a envoyé un ministre, puis on a envoyé un deuxième ministre, puis on a remis en place l'ambassade, puis on a remis les relations avec l'Algérie à l'honneur. Je pense que ce n'est pas la bonne stratégie. C'est aussi ce qui avait, je pense, fait que Bruno Retailleau n'était peut-être plus trop à l'aise à la fin de son passage au gouvernement. On a un problème de relation avec l'Algérie, avec un président algérien qui piétine, qui insulte, qui dégrade la parole et la force de la France. Et il faut y mettre un terme et il faut changer de discours, clairement. Et la séquence feu de l'amour que nous avons eue il y a quelques semaines, je ne l'ai pas comprise, avec 2 ministres qui se sont rendus sur place coup sur coup. Alors, je le rappelle quand même, cette loi ne concerne pas évidemment uniquement les étrangers qui sont de nationalité algérienne. En tout cas, vous êtes favorable à cette loi. Est-ce que vous ne craignez pas qu'elle soit de nouveau, puisqu'il y avait eu un texte similaire qui avait été porté par la droite l'année dernière, est-ce que vous ne craignez pas que celui-ci, de nouveau, fasse l'objet d'un recours devant le Conseil constitutionnel et qu'il le retoque ? J'espère vraiment que cette loi va aboutir, d'autant qu'elle permet aussi certaines évolutions sur certaines problématiques que nous rencontrons avec des détenus qui ont des problèmes psychiatriques très importants. Et donc cette loi va permettre aussi une injonction à des examens dans le cadre de la lutte lutte contre le terrorisme. Et vraiment, je me réjouis de cette loi. J'espère qu'elle sera traduite par les faits
et aussi que les places promises et attendues soient réalisées. C'est comme les places de prison. On a des problèmes aujourd'hui d'incarcération, de rétention dans ce pays. On n'a pas assez de prisons, on n'a pas assez de centres de rétention. Il faut construire quoi qu'il arrive. Je pense que dans les zones aéroportuaires, on n'a pas de difficulté de voisinage pour pouvoir créer ces espaces. Ah, vous l'avez dit, quand même, justement, un centre de rétention n'est pas un centre de détention. Ça veut dire que là, et ils sont pour la plupart saturés, ça veut dire que là, il va y avoir certaines personnes qui vont être sur place dans ces centres de rétention et il n'y a pas les conditions de sécurité optimales pour garantir qu'ils ne partent pas, qu'ils ne s'évadent pas. Je crois que Charles Rodwell, qui porte la loi, il fait partie de la majorité présidentielle depuis 1 ou 2 quinquennats. Ils doivent aussi tenir leurs engagements, mettre en place les conditions d'accueil et en quantité pour ces personnes. Et j'espère quand même qu'au bout de 210 jours, on peut quand même savoir s'ils peuvent retourner ou pas dans leur pays d'origine. Il y a l'affaire Thomas Elexhauser, il y a l'affaire Philippines dont on vient de parler, et il y a l'affaire qui secoue et choque profondément la France depuis quelques semaines, l'affaire Liana. Alors, on est à un an de la présidentielle, chaque candidat y va de sa proposition. Je voudrais qu'on revienne sur une des propositions faites par Édouard Philippe, parce que le candidat Horizon, lui, il propose d'ouvrir le débat sur la possibilité pour les parents d'interroger la police pour savoir si un adulte qui est en contact avec leur enfant a des antécédents judiciaires. En fait, c'est une loi britannique qui existe et qui est faite ainsi, et qui s'appelle la Sarah's Law. Est-ce que vous y êtes favorable? Est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée? Pour être honnête, je m'interroge sur cette proposition du candidat Édouard Philippe, déjà sur un risque d'engorgement complet des commissariats, des casernes de gendarmerie, par la demande de parents sur certaines personnes de l'entourage de leurs enfants. Je ne dis pas que l'idée est mauvaise, mais elle m'interroge. Je pense qu'il y a déjà des strates sur lesquelles on peut intervenir et que cet accès à ce fichier doit pouvoir se faire à l'échelon local, auprès des mairies, auprès des centres aérés, auprès des structures de crèches, de micro-crèches, éventuellement. Il y a, vous savez, tout un écosystème associatif. Donc à un échelon intermédiaire, pas directement les parents, mais un échelon intermédiaire. Tout à fait, un échelon intermédiaire qui permette à des collectivités, à des associations, il y a beaucoup de structures associatives qui gèrent de la garde d'enfants, les centres aérés l'été, les colonies de vacances, etc. Et que cet échelon-là puisse avoir un accès facile et direct à ce type d'informations, déjà pour contrôler les candidatures et les profils. Et ça me paraît prioritaire à un aspect donc de cette loi Sarah's Law en Angleterre, mais il y a aussi une loi aux États-Unis, la Megan's Law, qui mais elle va plus loin. Rend public pour le coup certaines données accessibles au plus grand nombre et au grand public. Et les adresses aussi des personnes qui sont concernées, avec un signalement qui pourrait être rendu public. Là, la Sarah's Law, elle est un tout petit peu plus restrictive, mais en Grande-Bretagne, en tout cas, elle aurait permis sur près de 5000 demandes déposées, selon la BBC, elle aurait permis d'identifier plus de 700 pédocriminels. On est quand même un pays de 65 millions d'habitants. J'ai peur que dans un premier temps, il y ait un phénomène d'angoisse, un phénomène de réaction à l'actualité terrible que nous vivons, à la famille de Liana, auquel bien sûr j'exprime un soutien sans faille. Et dans cette histoire, je voyais l'autre jour une réaction de David Lisnard que je soutiens, qui disait Emmanuel Macron ne prend pas le pouls et la réaction adaptée parce qu'il n'a pas d'enfant. Et Michel Tabarot lui retorquait que ce n'était pas à la hauteur d'un candidat à la présidentielle. Mais j'invite tout le monde à se mettre à la place d'être parent. Moi, j'ai des enfants. Je ne sais pas si vous-même vous en avez. Je pense qu'on ne peut pas vivre avec le drame qui est vécu. Et il faut que chaque personne se mette à la place des parents de Liana en se disant, mais si c'était moi, comment je pourrais vivre, comment je pourrais respirer en ayant vécu et en vivant ce qu'ils vivent. Et je pense que tout ça appelle à une profonde remise en question de la justice, de notre organisation, des moyens que l'on donne à la justice face à des agences qui ne servent à rien, et vraiment un travail de conscience de la part de tout le monde. Parce qu'on se pose tous la question, comment on protège nos enfants? On se pose tous la question, comment ce drame a-t-il pu avoir lieu? Alors qu'en plus, il y avait eu de multiples procédures, signalements, plaintes même, contre le principal suspect dans cette affaire Liana. On a encore appris aujourd'hui qu'il y avait eu de l'été dernier un nouveau signalement qui n'a pas été pris en compte. Donc comment on change concrètement? Comment vous répondez aux parents
qui disent comment je protège mes enfants. Donc, la Sarrazlo, vous y êtes visiblement pas non, Sarrazlo, à l'échelle de chaque individu dans le contexte actuel, je ne suis pas sûr que ce soit la bonne réponse, parce que je pense que les policiers et les gendarmes, d'autant plus avec l'affaire Liana, remettent en question un certain nombre d'affaires, de signalements et de problématiques et de plaintes qu'ils ont reçues, et on les encourage et on espère qu'ils puissent débloquer un maximum de dossiers. J'avais la semaine dernière une rencontre avec les gendarmes et j'ai redit la confiance que je pouvais leur porter. Mais les moyens de la justice sont catastrophiques. Donc chez les centristes ou Nouvelle Énergie, vous dites il faut renforcer les moyens ? Il faut renforcer les moyens, il faut donner moins de moyens et de crédits à des bras armés, à des compétences que l'État s'est attribuées, et revenir sur la force du régalien et donner à la justice, à l'intérieur, aux forces armées, des moyens de travail. L'affaire Liana, c'est quand même l'absence de logiciels, de serveurs numérisés, partagés entre les juridictions, qui fait que l'information ne circule pas comme elle devrait circuler entre les juridictions. C'est l'affaire d'un courrier qui a été ouvert ou perdu dans les méandres d'un tribunal de département ou de canton, je ne sais plus, à Loche ou je ne sais quoi. Et donc, il y a une problématique de moyens évident, il y a une problématique de place de prison. Là, en même temps, ce qui se passe dans les prisons aujourd'hui en France est intolérable. Il y a toute la chaîne qui est à revoir. Et en arriver au bout de 10 ans avec des personnalités comme Gérald Darmanin, qui depuis 10 ans sont aux manettes de l'intérieur, de la justice maintenant et des finances publiques sur le premier quinquennat, le travail de conscience, il doit venir de tout le monde. On ne peut plus travailler comme ça, on ne peut plus avoir des magistrats qui disent qu'ils n'arrivent même plus à gérer les dossiers ou qui priorisent l'entrée en prison parce qu'ils savent qu'il n'y a pas la place. Les magistrats aujourd'hui, ils décident qui ils mettent en prison parce qu'il n'y a pas la place d'accueil. Il aurait dû démissionner, Gérald Darmanin, selon vous ? Démissionner personnellement, je ne pense pas que ça aurait servi à grand-chose. Il aurait pu y avoir une démission collective, un geste fort. Une démission collective d'une partie de hauts magistrats qui, pour la force du geste, aurait pu dire ça suffit, on ne peut plus travailler comme ça, on n'a plus les moyens de travailler, on démissionne, on ne peut plus faire notre métier, on ne peut plus rendre la justice au nom du peuple français. Et c'est plus fort, je pense, qu'une démission du ministre qu'il aurait pu maquiller d'un semblant de cinéma. Quelle autonomie pour la Corse ? Un débat constitutionnel s'ouvre aujourd'hui dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Quelle est votre position, c'est les centristes, par rapport à la Corse et aux spécificités insulaires de la Corse ? Hervé Morin a toujours plaidé en faveur de cette autonomie. Il s'est rendu à plusieurs reprises en Corse et je tiens à avoir un petit mot pour le président historique Simeoni qui a mené en partie ce combat et tous les compatriotes français en Corse. On est favorable, bien évidemment, à l'autonomie. Après, dans le texte de loi, il y a quelque chose qui nous dérange quand même un petit peu, c'est le terme de communauté qui est inséré dans cette deuxième réforme constitutionnelle du président Macron depuis sa première élection, et à savoir quelle définition on y donne, puisqu'on a une seule et même communauté nationale. Mais y reconnaître une communauté me chagrine et interroge. Après, il est évident que la Corse a une véritable histoire, a une spécificité, est marquée par son insularité. Et donc, nous plaidons pour cette marque en avant de cette autonomie reconnue, bien qu'elle se limite pour l'instant à une seule écriture de normes et de lois propres au territoire de la Corse. Alors, ce mot communauté et la rédaction de ce texte fait débat à l'Assemblée nationale. Écoutez, Marine Le Pen, dans un entretien accordé à Corse Matin, elle a tracé les contours d'un contre-projet de cette réforme constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. L'idée, c'est oui à une forme d'autonomie, alors pas évidemment les pouvoirs régaliens, une modification des lois pour y intégrer les spécificités de la Corse pourrait être réclamée par la collectivité et serait ainsi habilitée par le gouvernement, par le Parlement si c'est une loi et par le gouvernement si c'est un règlement. Donc ça répond aux préoccupations, ça permet d'adapter les lois à la situation spécifique corse, mais ça ne transfère pas des pouvoirs législatifs pleins et entiers à la collectivité de Corse. Thomas Alexhauser, est-ce que vous pourriez signer sur ce contre-projet ? Marine Le Pen, elle évoque des sujets qui sont justes sur le régalien et le pouvoir attribué aux institutions dont sont dotées la Corse aujourd'hui. Donc, en effet, elle pose un sujet qui est évident.
à nouveau, il n'y a qu'une seule communauté, une seule nation française. Et ce mot de communauté gêne et avait d'ailleurs été signalé par le Conseil d'État qui était revenu sur ce mot de communauté inséré dans le marbre et sur lequel nous avons, en tout cas avec David Lisnard, nous contestons ce mot et le geste, la symbolique est forte vis-à-vis du peuple corse, bien évidemment, et on souscrit à cette avancée, mais la manière dont cela a été rédigé par le gouvernement nous pose question. Mais c'est ambigu justement parce que vous reconnaissez à la fois les spécificités de la Corse et parallèlement vous ne voulez pas qu'il y ait ce mot communauté parce qu'effectivement ça pourrait dire que les Corses sont différents des Français dans leur... Nous avons toujours plaidé au nouveau centre chez les centristes, avec David Lisnard aussi, pour une décentralisation beaucoup plus forte, pour donner au territoire beaucoup plus de pouvoir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va y avoir un précédent après? Si on donne un tant soit peu de plus d'autonomie aux Corses, est-ce que les Alsaciens, les Bretons, les Basques ne vont pas dire mais nous? L'insularité fait aussi partie d'un récit, malgré tout. La Corse, c'est une histoire extrêmement multiple qui a été occupée par différents... certes, mais les autres aussi. Oui, par des pays limitrophes. Mais je pense que si j'étais député, je ne sais pas le choix final quel serait le mien. Nous avons toujours plaidé pour une autonomie reconnue de la Corse et une capacité pour la Corse de pouvoir aller de l'avant dans un cadre qui soit différent. Parce qu'il y a une spécificité à nouveau, il y a une histoire qui est vraiment singulière. Mais pour autant, on ne doit pas détacher cela du récit national, de la communauté de vie dans laquelle on évolue tous. Et si les Bretons font une demande? Si les Bretons font une demande... Je rappelle que vous êtes maire de Beuzeville. Déjà, il faudra qu'on résout à qui appartient le Mont-Saint-Michel, parce que les Bretons sont toujours convaincus qu'il appartient à la Bretagne. Non, mais vous voyez le problème. Je pense que la régionalisation du pays n'est pas une mauvaise chose. On parlait tout à l'heure de compétences de l'État, la compétence de l'emploi, la gestion de France Travail devrait revenir aux régions. Donner beaucoup plus de pouvoir à des régions, ça a vraiment du sens. À l'exemple de l'Allemagne est le bon. L'agriculture normande n'est pas du tout la même agriculture que celle du Sud-Ouest. Les contraintes climatiques que vivent les agriculteurs du Sud-Ouest ne sont pas du tout les mêmes que celles que vivent les agriculteurs normands. Et donc, on a des territoires c'est ce qui fait la beauté, la richesse de notre pays, qui sont très divers. Et donc, je ne dis pas que nous devons donner des autonomies aux régions, mais nous devons avoir un pouvoir beaucoup plus décentralisateur, ce qui n'a pas été le cas, bien sûr, pendant 10 ans, qui donne aux exécutifs locaux la maîtrise de leur destin de manière beaucoup plus forte. 2027, avec les sondages. Alors, selon un dernier sondage OpinionWay publié dans le JDD, je crois que c'était ce week-end, il y a quelques jours en tout cas, Jordan Bardella ou Marine Le Pen arrivent toujours largement en tête avec plus de 30%. On apprend que Jean-Luc Mélenchon est devancé, notamment par Édouard Philippe et par Gabriel Attal. Raphaël Glucksmann, lui, fait jeu égal avec Jean-Luc Mélenchon. Et même parfois, dans certaines hypothèses, le devance. Je vous propose d'écouter en tout cas Catherine Morancet. C'était sur RTL ce matin. La présidente Horizon estime que c'est Édouard Philippe donc, qui incarne mieux le rassemblement. Édouard Philippe, c'est déjà un homme qui est sérieux, qui travaille, qui va proposer un programme massif. Ça fait des années où il se prépare à cette échéance. Ouais. Je vous ai dit en termes d'action en tant que Premier ministre, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le seul qui a baissé les déficits. Ouais. C'est lui aussi qui a engagé des grandes réformes. C'est lui aujourd'hui qui est capable de rassembler de Bruno Retailleau jusqu'à Attal. Thomas Alexhauser, je rappelle que vous êtes le porte-voix de Nouvelle Énergie. David Lisnard, il se maintient ? David Lisnard se maintient. J'aurai d'ailleurs le plaisir de l'accueillir demain à Bayeux, dans le Calvados, pour un grand discours qu'il va prononcer en hommage au discours du général du 16 juin 1946, qui est moins connu que l'appel du 18 juin. Un grand discours que va prononcer David Lisnard sur les institutions et sur le devenir et les réformes constitutionnelles que nous devons espérer et souhaiter pour notre pays. Donc j'invite d'ailleurs tous les personnels sur les réseaux, internautes, à suivre ce discours à midi demain. Est-ce qu'il ne faut pas un grand rassemblement de la droite et du centre? Le grand rassemblement, nous l'avons appelé et nous continuerons à l'appeler, c'est l'établissement d'une primaire ouverte,
à ceux qui se reconnaissent dans l'économie de marché, selon moi, qui peut aller de Sarah Knafo jusqu'à Gabriel Attal, et qui permettent aux idées de se confronter, aux propositions d'émerger. Édouard Philippe a donné rendez-vous pour un grand meeting le 5 juillet. Peut-être va-t-il fendre l'armure, peut-être va-t-il dévoiler enfin son projet pour la France. Mais nous avons besoin d'une clarification des personnes qui ne se reconnaissent ni à l'extrême droite, ni à la gauche socialiste, extrémiste, pédagogiste, communautariste de notre échiquier. Et c'est vraiment dommage que cette primaire ne voit pas le jour. Oui, parce que personne n'en veut. Édouard Philippe, il n'en veut pas. Bruno Retailleau n'en veut pas. Mais c'est une erreur parce qu'il y a besoin de clarifier les projets, de savoir quelles sont les positions de chacun sur tout un tas de sujets, qu'est-ce que l'on pense, et que ce soit des Français qui déterminent un seul et même candidat pour porter un message d'espoir, de transformation, comme je l'espère avec David Lisnard, ou de poursuite du pouvoir en place avec Gabriel Attal. Et vous ne pensez pas, en tout cas, qu'Édouard Philippe, pour l'instant, est le mieux à même de Il est aujourd'hui favori des sondages, et il a une personnalité et une expérience qui est incontestable. Mais il aurait pu aussi se confronter à l'exercice du suffrage dans une primaire large qui, je le rappelle, en 2016 avait réuni quasiment 5 millions d'électeurs. Merci beaucoup Thomas Alex Hauser, maire de Beuzeville, secrétaire général des centristes et porte-voix de Nouvelle Énergie.